Armageddon. Ce monde ruche n'a connu que la guerre depuis 500 ans. Ces déserts de cendres sont constellés de déchets issus de ces combats sans fin. Et ces ruches assiégées portent sur elles ces terribles stigmates. L'histoire des guerres pour Armageddon est longue et terrifiante. Certains de ces conflits sont voilés de mystère, impénétrables pour les mortels, alors que d'autres sont apprises par tous, notamment les célèbres invasions de Ghazghkull Mag Uruk Traka. Pendant ces décennies de combats, de terribles monstres furent vaincus et d'honorables héros trépassèrent, afin de maintenir cet astre sur le fil du rasoir. Ni tout à fait vaincu, ni tout à fait victorieux. Et alors que les orques reviennent, j'implore les défenseurs d'Armageddon qui écouteront ces lignes à se tourner une fois de plus vers le passé, de puiser dans les récits d'héroïsme qui jalonnent son histoire la force de vaincre, ou du moins d'exécuter son devoir, car tel est le lot de chaque homme et chaque femme qui poseront le pied sur ce monde. Et le récit d'aujourd'hui ne diffère pas en cela de celui d'hier. Le vieil homme affrontait enfin sa némésis sous les spasmes d'agonie d'un monde crépitant et craquant sous le poids d'énergie titanesque. Tout en frappant la bête, il repensa au chemin qui l'avait amené à ce moment. Lui, ses quelques navires vétérans et un vaisseau fenricien aux lignes élégantes. Leur route les avait conduits au cœur d'une immense flotte orque à proximité du monde d'Icaria, un lieu synonyme de la fin de leur croisade. Nombreux avaient péri pour lui permettre de combattre en cet instant. Un prix qui le forçait à donner le meilleur de lui-même. Le mauvais œil du guerrier flamboya. Il se déplaça rapidement, balançant son bras mécanique volé avec toute la rage qui l'animait. Ses griffes s'enfoncèrent dans le buste de la bête. Puis, aussi inévitable que la mort d'Icaria, l'immense pince de son adversaire se referma sur le vieil homme dans un craquement d'os. Les regards des deux ennemis se croisèrent, puis le monstre frappa de son crâne d'adamantine, faisant alors tomber son vieil ennemi. Il se précipita pour le piétiner de tout son poids, avant de se raviser et de laisser là le corps sans vie, dans un rire cruel. Puis, sans cesser de crier son triomphe, Ghazghkull Mag Uruk Traka quitta ce monde, ne laissant que les cendres de la croisade du commissaire Sebastian Yarrick et quelques maigres survivants que l'annonce du trépas de leur leader acheva de convaincre. Et il était temps de partir et d'oublier ce rêve de vengeance. Mais dans ce chaos, l'ombre d'un prêtre en armure énergétique emporta le corps du vieux guerrier, car le père de toutes choses avait d'autres projets pour lui. Un monde avait terriblement besoin de lui. Les cieux d'Armageddon étaient encore chargés d'épais nuages de fumée et de gaz toxiques, tandis que les dernières braises de la saison du feu dansaient dans le vent brûlant. La saison des ombres venait de la remplacer, et avec elle le monde entier s'éveilla. Les continents résonnant bientôt des fracas des armes, tandis qu'humains comme orques quittèrent leur hibernation forcée pour reprendre le conflit en suspens. Durant la saison du feu, les défenseurs d'Armageddon avaient reçu de nouveaux renforts, vêtus d'uniformes issus de dizaines de régiments différents que l'on avait disséminés aux quatre coins de la planète. Tandis que plusieurs préceptoires de l'ordre de Notre-Dame des Martyrs, sous l'égide de la chamanesque préceptrice Mercia et de la redoutable dogmata supérieure Intransa Frey, avait atterri au spatioport de la ruche Volcanos, accompagné par l'inquisiteur Inigoth Croyle de l'ordo Xeno dont la monture extraterrestre ne manqua pas d'attirer sur lui le regard désapprobateur et méfiant des sœurs. À l'aide de ces importants renforts, le nouveau gouverneur planétaire Hagmund von Roger annonça une nouvelle grande offensive, car depuis la saison du sang, depuis l'invasion d'Angron et de ses serviteurs, puis la saison du feu qui l'avait suivi, les orques avaient petit à petit perdu de leur cohésion. Une frappe décisive pouvait ainsi éradiquer une fois pour toutes la menace orque selon les dires du gouverneur. Une opinion que ne partageait pas le général Thibault Locke, commandant suprême de la force militaire d'Armageddon, qui craignait qu'une offensive prématurée ne fasse qu'empirer la situation. Un désaccord que l'entrée de la commissaire Graves dans la salle du conseil tua dans l'œuf, car celle qui avait depuis son arrivée peu avant la saison du sang acquis la réputation d'avoir causé la mort de plus d'officiers de la garde que n'importe quel hérétique, avait comme toujours une vision bien tranchée de la situation, en affirmant que l'on tolérait la présence des Xénos depuis trop longtemps et que plaider la prudence revenait à reconnaître sa couardise. Et cela n'amenait qu'à une seule issue, le canon de son pistolet bolter. Une déclaration qui mit fin à tous les débats.
le général Locke tenant assez à sa tête pour tenir sa langue, et il eut incomba donc la responsabilité de préparer la stratégie à venir. L'officier le plus haut gradé encore en activité de la Légion d'Acier avait autrefois servi sous les ordres du général Nikita Kourov, et il était donc un vétéran de la guerre contre les orques et savait mieux que la plupart d'entre eux la véritable nature de leur ennemi. En effet, même si les effectifs des peaux vertes semblaient avoir diminué au fil des saisons, deux places fortes principales demeuraient encore entre leurs mains. La ruche Tempestora où régnait le boss de guerre Ugrok Glistov, et la jungle équatoriale qui abritait de nombreuses tribus d'orques sauvages. Et c'était la deuxième cible qui semblait la plus prometteuse, car bien qu'immense, la présence Xeno n'y était pas homogène. Et les tribus, profondément divisées, pouvaient être vaincues, les unes après les autres, à l'aide d'une planification adéquate, visant à les isoler, les combattre et les détruire, les unes après les autres. Ainsi, le général Locke divisa ses forces en éléments qu'il nomma corps de purge. Ces armées mécanisées se composaient de blindés légers et de transports tout-terrain, équipés d'engins incendiaires et chimiques, dont le rôle simple consistait à réduire en cendres la végétation dense, secteur par secteur, sous la supervision de l'inquisiteur Kroll. Partis de la ruche Infernus, les corps de purge 10 et 11 incendièrent de grandes étendues autour des ruines de la base de Cerbera, ce qui permit de la remettre en état et de la réoccuper. Tandis que dans les marécages du bassin de Porungi, les ptéraxis et les escadrons d'archéoptères martiens menèrent des opérations de bombardement phosphore afin de pousser les orques à se jeter sur les canons de l'infanterie cadienne et de Krieg à proximité. L'inquisiteur brilla lui aussi durant ce conflit en abattant méticuleusement tous les chefs de guerre orques. Incrédule, le général Locke observait tous les corps de purge progresser à un rythme soutenu au point qu'il commença à douter de son intuition. Peut-être Armageddon allait-elle enfin entrevoir la victoire. Malheureusement, l'impensable se produisit. Des éclairs vert émeraude illuminèrent les cieux tourmentés et frappèrent la terre empoisonnée, avec une telle fureur que les deux camps cessèrent pendant un instant de s'entretuer pour lever les yeux au ciel. Là-haut, dans le vide de l'espace, une faille venait de s'ouvrir qui déjà vomissait des milliers d'astronefs grotesques typiques des constructions orques. Et au cœur de ce tourment se trouvait un vaisseau monstrueux dont la coque crépitait d'énergie. El Bouzier, le navire du grand seigneur Eudger Gazgul Mag Uruk Traka, venait d'en émerger, à l'aide d'une technologie de téléportation inconnue des stratèges impériaux. Et comme un seul homme, si l'on peut dire ainsi, cette flotte se mit à tirer à bout portant sur les croiseurs impériaux à proximité, tandis que depuis ses hangars béants s'échappaient vaisseaux de largage et appareils de combat en direction d'Armageddon. Pris totalement au dépourvu, les forces du général Locke se retrouvèrent désormais étirées sur une dizaine de fronts et coupées de toute retraite par des millions d'orques qui venaient d'atterrir sur les plaines d'Anrat. Une situation qui poussa le général à rallier à lui autant d'hommes que possible et à les envoyer au sud des monts Volcanus afin de ralentir les Xénos. Tandis que la chanoinesse perceptrice Mercia et la Dogmata Superior Frey les renforceraient avec une partie de leur force, accompagnés d'un grand nombre de pèlerins, de miliciens, de pénitents. Mais il fallait faire vite, car l'intégralité de l'avant-garde ennemie était constituée de véhicules aux couleurs des fondus de la vitesse. Motos, chariots de guerre brinque-ballants et autres monstruosités mécaniques qui déjà s'en prenaient au convoi de ravitaillement, tandis qu'ils transformaient les routes interruches en pistes de course. Cette force avait à sa tête un seigneur de guerre, nommé Wazdaka Gutsmek, que les défenseurs avaient vu apparaître directement sur le sol d'Armageddon, enfourché sur une moto aux proportions gargantuesques. C'était ce boss motard qui déjà transformait cette horde disparate en une véritable armée de guerre qu'il dirigeait en première ligne vers la ruche Volcanus dans une manœuvre visant à l'encercler complètement. Les lignes Meridium et Orientum furent ainsi les premières fortifications qu'ils rencontrèrent. Elles avaient été érigées jadis pour empêcher toute avancée sur les plaines d'Anrat depuis la jungle équatoriale. Mais ces formidables systèmes défensifs ne furent d'aucune efficacité contre les fondus de la vitesse qui les traversèrent en des dizaines d'endroits simultanément, leur passage à fond de cale n'étant ponctué que ça et là par le boom des explosions et le rire guttural des peaux vertes. La Turbowac, comme ils l'appelèrent, se heurtèrent ensuite à la ligne de libération, bâtie sur les ruines du front Prime au sud. Bien plus imposante que les lignes de fortification précédentes, elle était le dernier grand ensemble de défense statique bloquant la trouée de Mannheim. Et même si ces blocos et tours de garde n'étaient que partiellement achevés, elle n'en demeurait pas moins occupée par une formidable garnison, qui attendait maintenant stoïquement derrière ses sacs de sable, fils barbelés et pièges à chars que l'ennemi daigne se manifester.
Ce qu'il fit mais selon ses conditions. Wasdaka, souhaitant qu'une partie de ses boys s'en prenne au flanc des défenseurs, tandis que le gros de sa force adopterait une formation en coin, avec lui à la pointe afin qu'il puisse être le plus proche des combats. Cette tactique simple avait pour but de transpercer les défenseurs pour atteindre la ruche qui s'y trouvait au-delà. Un plan basique qu'il exécuta toutefois avec la fureur coutumière de sa race et bientôt une grêle de tirs annonça la charge des orques. Les bombardements d'orbitaux des croiseurs pilonnèrent la ligne de libération, avec une précision discutable que seul le volume de tir permit d'en garantir l'efficacité. Des escadrilles entières d'appareils larguèrent leurs bombes tandis que les chariots de guerre vinrent y ajouter leur puissance de feu dans un bombardement d'artillerie dévastateur, que les impériaux rendirent aux orques avec beaucoup plus d'adresse. Leur obus plongeant sur les convois de camions et hordes de bécanes en ravageant les rangs des peaux vertes, dans des éclats de shrapnel et autres explosions de munitions et de carburant. Une boucherie sanglante qui, au lieu de décourager les orques, les excita de plus belle, avec Wasdaka en tête qui, à l'aide d'une bande hétéroclite de véhicules, partit à l'avant de la force principale pour foncer directement vers l'ouvrage le plus redoutable des lignes impériales. Au grand désarroi des soldats et artilleurs de l'Astra Militarum qui ne purent qu'observer avec consternation l'attaque suicide, dont la témérité troubla toutefois nombreux gardes que l'apparition autour des véhicules d'une déflagration de lumière verte émeraude ne fit que renforcer. Quelques secondes plus tard, le rugissement des moteurs résonna au milieu des défenseurs. Wasdaka et son avant-garde choc venaient d'être projetés grâce à une technologie warp inconnue directement dans les rangs des impériaux. Roues hérissées de pointe, scies essieux et lames bulldozer fauchèrent alors les soldats impériaux, tandis que la psycho-gatling rugisseuse de Wasdaka était chauffée à blanc à force de cracher des projectiles sur les rangs des défenseurs. Pendant que l'offensive de Wasdaka atteignait les lignes ennemies, les alpagueurs de la tribu de la balafre rouge attaquèrent à l'ouest, où leurs skigs taillèrent en pièces soldats comme véhicules impériaux, tandis qu'à l'est, l'infanterie mécanisée de Pong Rouge fonça tête baissée à travers les champs de mines, ce qui empêcha les défenseurs de combler la brèche ouverte par le boss motard et ses boys, permettant ainsi aux autres fondus de la vitesse de franchir en nombre la ligne de libération en des dizaines de points, ouvrant ainsi en grand la voie vers la ruche Volcanus. Mais les impériaux n'étaient pas restés pour autant immobiles, et les renforts avec à leur tête le général Locke, la chanoinesse perceptrice Mercia et la dogmata supérieure Frey avaient entre-temps atteint la crête Volcanus. Ainsi, lorsque la nouvelle de la percée des orques fut transmise au QG mobile, le général se retrouva face à un dilemme. Soit il se repliait vers la trouée de Mannheim, au risque d'être submergé par des forces très mobiles, soit il poursuivait leur route vers la ligne de libération, où il serait sûrement taillé en pièces. Un choix cornélien dont l'issue fut dictée par les orques, car déjà les unités de reconnaissance signalèrent la présence d'un nuage de fumée au sud qui se dirigeait vers la trouée de Mannheim. L'ennemi avait décidé pour eux, et le général Locke ordonna à ses forces de bloquer la route aux orques, en espérant y avoir pris là la bonne décision. Le terrain qu'offrait la crête Volcanus était un vaste désert brûlant, parsemé de roches qui jaillissaient des étendues de cendres, telles les dents brisées d'antiques mastodontes. En ce lieu, le couvert était quasi inexistant, et il était impossible de rater le sombre nuage que soulevaient les renforts de Locke. Une cible de choix sur laquelle bondirent les orques. Avec Wasdaka en tête, les véhicules Xeno encerclèrent rapidement le fer de lance du général Locke pour contraindre sa formation à l'arrêt. Ces hommes sortirent alors de leur transport tandis que Chimera et autres véhicules formaient un périmètre défensif autour des fantassins, qui eux se mirent bientôt à tirer sans discontinuer afin d'empêcher les orques d'avancer. La turbo-wag tournait bientôt autour des impériaux comme un antique monstre marin, avec ça et là des motards de guerre qui sortaient des rangs pour atterrir directement dans les lignes impériales, où ils fauchèrent alors des dizaines de soldats, tandis que des castangs peau verte engageaient les blindés de l'Astra Militarum avec quelques réussites. Wasdaka lui-même était terrible à regarder, apparaissant et disparaissant à volonté au milieu des lignes impériales, en y laissant à chaque fois des monstres de cadavres mutilés et brisés. Depuis l'écoutille de sa chiméra, le général Locke observait ce chaos de combat avec une horreur croissante. Tout espoir de retraite s'était désormais évanoui. En infériorité numérique, ses forces étaient sur le point de céder, et seul l'ordre de Notre-Dame des Martyrs semblait progresser alors que la chanoinesse perceptrice Mercia luttait au plus fort avec ses éphérines, tandis que les pénitents de Frey chargeaient l'ennemi avec fureur. Mais cela n'était malheureusement pas suffisant, et déjà leurs rangs commencèrent à se clairsemer. Il leur fallait désormais un miracle pour s'en sortir, et il devait arriver très rapidement. Le rugissement de puissants propulseurs couvrit en un instant le fracas des combats,
Craignant un bombardement imminent, les soldats se mirent à couvert, mais à mesure que le bruit se rapprochait, une lueur d'espoir commença à naître dans le cœur des défenseurs. L'empereur avait entendu leurs prières. Un escorteur blindé dont la coque arborait l'icône du chapitre des Space Wolves et des Valkyries noires commencèrent à mitrailler les Xénos, avant de larguer des pupilles du Tempestus, qui se mirent bientôt à ouvrir le feu depuis les airs. Puis le transporteur Space Marine se plaça en vol stationnaire au-dessus des soldats encerclés et abaissa sa rampe. Un trio d'Astartes en émergèrent au son de leurs cris de guerre, en véritables anges de la mort qu'ils étaient. Toutefois, ce ne fut pas cette vision qui choqua le plus les soldats présents, car devant eux se dressait un fantôme. La plupart le reconnurent immédiatement. C'était le commissaire Sébastien Yarrick. Tous les défenseurs d'Armageddon connaissaient ses exploits. Ils avaient entendu parler de ses duels contre Ghazghul et sa défense héroïque de la ruche Hadès. Mais la cloche des âmes perdues avait sonné. Pourtant, c'était droit devant eux que se tenait ce héros. Un visage marqué par des siècles de guerre, mais au sein duquel irradiait une intensité que peu d'hommes pouvaient espérer connaître. Sa pince énergétique claqua quand il leva son bolter d'assaut et tourna son œil bionique sur les hordes d'orques. Un rictus mauvais déformait son visage au teint cireux. Une clameur se mit alors à enfler parmi les défenseurs. Le héros de la ruche Hadès est en vie. Yarrick est de retour. Un grondement qui ébranla les peaux vertes. Eux aussi l'avaient vu. Eux aussi l'avaient reconnu. Car il était celui qu'ils nommaient simplement le Vieux. Il était celui qui avait tué le boss de guerre, Ougoulard en combat singulier. Celui qui avait défié Ghazghul et qui avait gagné son respect. C'était pour eux un mauvais présage. Il était l'émissaire de la mort, dont l'œil maléfique était la promesse d'une fin rapide. Les boss crièrent sur leurs boys pour qu'ils se ressaisissent tandis que le Thunderhawk Space Wolf enclenchait sa poste de combustion et repartait dans les cieux, droit vers les terres mortes afin de sécuriser l'approvisionnement en eau et en prométhium, vital à l'effort de guerre. Profitant de cette diversion, les sœurs de bataille se déchaînèrent tandis que Yarrick haranguait les soldats pour qu'ils redoublent d'efforts. Les pupilles du Tempestus se mirent eux aussi en position pour désarçonner les motards orques à coups de fusil radiant laser, alors que Yarrick se joignait au combat, son bolter d'assaut rugissant pendant que son mauvais œil crachait des lasers, et à cette vue, les orques perdirent leur assurance, certains groupes de guerriers prenant même leurs jambes à leur cou. Un phénomène que les haut-parleurs Vox du commissaire qui diffusait en boucle sa voix tonitruante venait encore à amplifier. Le rapport de force venait de s'inverser brutalement, au grand désarroi de Wazdaka, qui voyait les combats ralentir voire s'arrêter, ce qui laissait le temps aux gardes impériaux de se replier tandis que les sœurs de bataille luttaient avec acharnement afin de pousser leur avantage. Une situation qui le fit sortir de ses gonds et n'y tenant plus. Le boss motard se jeta sur les sœurs pour atteindre derrière elles les véhicules de l'Astra Militarum en fuite, bientôt suivi dans son élan par un cortège de motards de guerre. La tourelle d'une chiméra le prit bientôt pour cible, le forçant à appuyer sur le frein arrière et à basculer de tout son poids pour lancer Rugisseuse dans un dérapage contrôlé en direction du véhicule impérial. Les lasers fusèrent et heurtèrent le châssis de la moto de guerre, en y produisant une épaisse fumée et un début d'incendie. Puis elle s'arrêta dans un grondement de protestation, avec un Wazdaka au comble de la frustration qui frappait avec violence son guidon. Complètement à l'arrêt et bouillonnant de fureur, il vit les impériaux réussir à s'enfuir. Pire que ça, le Vieux était de retour. Il s'était lui aussi échappé, une nouvelle qu'il n'avait aucune envie d'annoncer à Ghazghul. Il avait certes remporté une grande victoire en y tuant 2/3 des impériaux, mais le tiers survivant lui avait glissé entre les doigts. Cependant, déjà son gros retap s'activait autour de la bécane, et bientôt il pourrait reprendre sa route et finir ce qu'il avait commencé. Les humains n'avaient gagné qu'un court répit. La retraite de la crête Volcanus s'opéra de façon aussi ordonnée qu'elle le pouvait, et cela malgré le désastre que les forces du général Locke venaient d'essuyer. Une défaite que seule l'arrivée inopinée du commissaire Yarrick avait empêché de tourner en un massacre sanglant. Certaines unités de sœurs et de gardes restèrent toutefois en arrière, afin de ralentir suffisamment les orques pour donner une chance à leurs camarades. Un sacrifice qui permit à la retraite de Locke d'atteindre la trouée de Mannheim avant son adversaire. Cette passe était un endroit étroit et hérissé de fortifications, dont les précédents conflits avaient fortement endommagé les défenses. Cette trouée était désormais vulnérable et une grande portion de sa garnison permanente avait été dépêchée ailleurs. Son parc de titans et de blindés lourds était cruellement vide.
Ce qui força les impériaux à y laisser une grande partie de leur force, dont la chanoinesse perceptrice Mercia et son élite Zéphirine, tandis que Yarrick, Frey et Locke prirent eux la direction de la ruche Volcanus. Juste à temps avant que les orques avec Wazdaka à la traîne cette fois-ci ne tombent sur les dernières forces constituant l'arrière de la colonne de Locke. Lorsque Retap lui signala d'une tape sur l'épaule que tout était en ordre, le boss motard put enfin faire hurler de nouveau les moteurs de régisseuse à plein régime. Prenant alors une fois de plus la tête de la turbo-wag, il la fit s'engouffrer dans la passe montagneuse, où les orques furent bientôt accueillis par des chars super lourds de l'Astra Militarum et par les canons de la forteresse spatiale des monts Volcanus. Un pilonnage qui malheureusement n'eut pas l'effet escompté, les orques slalomant avec talent entre les explosions. Kilomètre après kilomètre, les peaux vertes se rapprochaient, stimulées par la fureur des défenseurs, les tentatives d'arrêt de l'élan de la turbo-wag ne récoltant que de la frustration. Les clairons sonnèrent une charge massive d'escadrons de cavaliers de Krieg qui attaquèrent frontalement les bécanes orques, leurs lance-frags baissés, éjectant des centaines de peaux vertes. Mais la riposte fut terrible et nombreux cavaliers furent fauchés et écrasés sous les lourds chenilles d'engins gigantesques. La chanoinesse Mercia et ses Zéphirines fondirent sur les motards orques en les embrochant, avant d'être elles aussi attaquées depuis les cieux par des Shock Boys. En réponse, Wazdaka guida rugisseuse le long d'un éperon rocheux, et l'utilisant comme un tremplin, il bondit alors sur les impériaux en les canardant de sa psychogatline et de grenades, chopant au passage plusieurs Zéphirines qui l'écrasat au sol dans un bruit de fruits trop mûrs. Ce qui arracha des gloussements de satisfaction à l'orque, puis lançant son choc-traîne, il agrippa la chanoinesse à la jambe et la traîna au sol dans son sillage en lui faisant heurter piège à char et roches, jusqu'à ce qu'elle cesse de se débattre, et il relâcha alors la dépouille ensanglantée. Les murs de la ruche Volcanus se profilaient déjà à l'horizon, tandis qu'il fonçait vers la bouche orientale de la trouée de Mannheim. Rien ne semblait pouvoir ralentir la turbo-wag dans sa course effrénée jusqu'à sa cible. Parvenus aux portes de la ruche Volcanus, le commissaire Yarrick, la Dogmata supérieure Frey et le général Locke étaient porteurs de funestes nouvelles pour le conseil d'Armageddon, tandis que les rapports affluents des autres ruches l'étaient tout autant. Elrich, Acheron, Tartarus et Infernus étaient tous quatre assiégés, mais l'afflux continu d'eau et de prométhium depuis les terres mortes témoignait d'un certain succès de la part des Space Wolves. Une hypothèse car aucun d'entre eux n'était capable de les contacter. Alors que Yarrick s'adressa au conseil, d'anciens alliés notèrent que son corps âgé, ravagé par le temps et la guerre, était soutenu par un exosquelette, et que le teint maladif de sa peau évoquait celui d'un corps embaumé. Toutefois, sa voix s'exprimait toujours avec la même intensité et intelligence. Il leur fit part de ce qu'ils savaient. Leur armée n'avait affronté que les premières vagues d'une horde beaucoup plus grande. S'ils voulaient sauver Armageddon, un appel à l'aide devait être envoyé hors monde, assez clair et perçant pour traverser la cacophonie psychique qui agitait tout le reste du sous-secteur. Déverrouillant un reliquaire portatif ancien, Yarrick en retira un cerveau-crâne plaqué d'or que lui avait confié le grand sénéchal Herbrecht lorsqu'il avait débuté sa quête personnelle contre Ghazghul à la fin de la troisième guerre pour Armageddon. Il s'agissait du Pharus Horrifica, expliqua-t-il, un objet façonné à partir d'un crâne d'un maître astropathe et gravé du sceau de l'Astra Telepathica, un artefact capable d'agir comme un point focal et comme une balise pour le rituel de projection du cœur astropathique, en s'assurant que le message émis puisse attirer l'attention des commandants de secteur, des chapitres Space Marine et d'une myriade d'autres forces de l'Imperium. Si l'empereur le souhaitait, Armageddon pouvait encore être sauvé, et Yarrick réclama juste qu'on l'escorte jusqu'au relais astropathique de la ruche, chose que le gouverneur von Rugger accepta. La commissaire Graves bouillonna elle de rage devant l'échec du commandement militaire, en l'en faisant porter le chapeau au général Locke. C'était lui qui avait hésité à réaliser les purges. C'était lui qui n'avait pas su manœuvrer correctement son armée. La sentence pour de tels manquements était donc simple, la mort, et elle serait la main qui la distribuerait. Dégainant son pistolet, elle abattit l'officier aux yeux de tous, puis nomma à sa place le maréchal Gorman du Death Corps de Krieg, un meneur froid et calculateur dont la façon mathématique de livrer la guerre convenait parfaitement à celle de Graves. C'était pour elle le commandant brutal et sans fantaisie dont la ruche Volcanus avait besoin pour tenir les orques en respect. Ouvrant avec difficulté les battants anti-explosion du sanctum astropathique de la ruche, l'immonde vérité sauta aux yeux du vieux commissaire.
Les corps émaciés des astropathes du cœur avaient été arrachés de leur station et taillés en morceaux avec une frénésie animale. Des membres tranchés, des morceaux de cadavres massacrés gisaient partout. Et ils avaient été tués il y a seulement quelques heures. Et une énergie statique flottait dans l'air. Une odeur d'ozone brûlé de soufre qui trahissait l'effondrement des protections hexagrammatiques du lieu. Yarrick en avait la sombre certitude. Aucun message ne partirait d'ici. Au milieu de cette scène macabre, son œil fut attiré par une clique grossière tracée au sang, qui, autant qu'il pouvait en juger, représentait une dague. Et au-dessus de ce dessin, une phrase provocante avait été écrite. « Vous êtes tous morts ». Une énième provocation des orques qui évoquait toute la ruse et la malveillance de cette race. Le sabotage du relais astropathique de la ruche Volcanus et le massacre de son cœur obligea les défenseurs à revoir leur plan. Volcanus estimait Yarrick pourrait tenir des semaines, peut-être même des mois, mais pas indéfiniment. Quant au sort des autres ruches, il n'était pas meilleur. Ainsi, leur seul espoir résidait toujours dans l'envoi d'un message astropathique prioritaire au reste de l'Impérium. Et en cela, Armageddon différait des autres mondes impériaux, car 4 de ces grandes ruches abritaient un relais astropathique. On avait rapidement écarté Infernus et Elrich présents sur Armageddon Secondus pour 2 raisons. La supériorité aérienne des orques et la jungle équatoriale. 2 obstacles qui étaient pour le moment infranchissables pour les impériaux. Il ne restait donc qu'un seul choix. La ruche du Marais Mortel, à 1600 km de Volcanus. Aidé de la commissaire Grave, du maréchal Gorman et de dizaines de stratèges impériaux, Yarrick s'attela à la lourde tâche d'élaborer un plan pour atteindre la ruche lointaine. Le chemin le plus rapide serait de conduire vers l'est et de traverser le pont Volcanus avant de virer au sud, le long de l'autoroute du même nom. Un itinéraire simple qui se heurtait toutefois à de nombreux problèmes. Les orques occupaient la trouée de Mannheim et entouraient une bonne partie de la ruche Volcanus. Il fallait donc dans un premier temps s'extraire du siège à l'aide d'une diversion, avec toutefois une force conséquente, car la route serait par la suite tout aussi périlleuse. L'autoroute Volcanus les amènerait proche de la ruche Tempestora, domaine du capricieux boss orc Badmoon Ugrok Glitstoof, un danger auquel il s'ajouterait les nombreuses bandes du culte de la vitesse qui écumaient les voies jusqu'au Marais Mortel. C'était donc un pari risqué, voire suicidaire, mais il n'avait aucune autre option. Pour que ce plan réussisse, il fallait une diversion suffisante pour donner le change aux Xénos. Et ainsi, alors que Yarrick commençait à réquisitionner les véhicules et les troupes nécessaires au convoi, Graves, Gorman et la Dogmata Superior Fry entamèrent la mobilisation d'un second effectif, dont la puissance de feu serait moindre à celle de Yarrick, mais toutefois convenable pour servir d'enclume sur laquelle viendraient se jeter les orques. Le temps que Grave, Gorman et Fry ne commencent à mobiliser les soldats et le matériel nécessaire, la nouvelle du trépas de la chanoinesse perceptrice Mercia était parvenue à la ruche Volcanus, arrivant en même temps que les rares escapés. Sa mort ainsi que l'effondrement partiel du dispositif autour de la trouée de Mannheim, les forçant encore à accélérer le pas. Les forces les plus rapides avaient été placées sous les ordres de Yarrick. Ainsi se contentèrent-ils de chars Lemonrus, de 2 lances de la maison Terrine, ainsi qu'un panache de véhicules blindés allant des motrices d'artillerie aux engins de siège réaffectés, dans lesquels s'entassèrent bientôt conscrits fraîchement équipés et rescapés en fuite. Ce qui incluait les sœurs de bataille survivantes dont Fry exigeait d'elles qu'elles fassent amende honorable pour ce qui était perçu pour elles comme un acte de lâcheté. Les sœurs étaient toutefois des renforts de poids pour cette force hétéroclite, qui même ainsi complétée, était encore largement inférieure à celle des orques. Ceux-ci s'étaient déjà concentrés autour de la porte sud de la ruche alors que toujours plus se déversaient depuis la trouée de Mannheim. Et c'était là que l'on avait aperçu pour la dernière fois le boss de cette turbo-wag, Wazdaka Gutsmek, qui zigzaguait comme un chien fou entre les défenses en cherchant constamment à sonder les fortifications extérieures. C'était donc dans cette direction que Graves allait lancer sa feinte. En frappant au plus près de la trouée de Mannheim, elle espérait apparaître comme une cible de choix, car son assaut ressemblerait à s'y méprendre à une tentative visant à réduire l'arrivée de renforts ennemis. Une stratégie que même un orque pourrait comprendre. Dans le grondement caverneux de leur mécanisme ancien, les battants renforcés de la porte de la ruche Volcanus s'ouvrirent et de leur entraille émergèrent les impériaux. Avec la commissaire Graves en tête, à bord du Vigilance, un VFR, un véhicule de frappe rapide Centaure, lourdement modifié.
Précédés par les tirs d'artillerie lourde, la première vague de l'offensive de diversion vint marteler les ouvrages de siège orques en construction ou autour de la ruche. Ceci n'était que partiellement bâti, et nombreux xénos n'étaient pas encore arrivés autour de la cité. Ainsi, lorsque les chars Rogaldorn et autres véhicules lourds traversèrent en premier les tranchées, ils n'en rencontrèrent que peu de résistance, bientôt suivis par les cavaliers de Krieg du maréchal Gorman, qui plongèrent au cœur des combats. Leurs créatures montées négociant plus facilement les barbelés et les structures en partie effondrées, pour atteindre directement les rangs ennemis. Leurs lance-frags abaissés, fauchant les peaux vertes dans des tempêtes de shrapnel, libérant ainsi la zone aux équipes d'armes lourdes qui écartèrent prestement les cadavres pour y installer mortiers et autres pièces d'artillerie, alors que le reste de l'infanterie, baïonnette au canon, réinvestissait les tranchées. Au nord comme au sud, des colonnes de cendres s'élevèrent et le grondement des moteurs orques s'amplifia, tandis que nombreux boys s'invitèrent à la fête, pour tomber nez à nez avec des soldats du Death Corps, dont la fureur n'égalait que le sens du sacrifice. Lentement les impériaux avancèrent en se traçant un sillon sanglant dans cette marée verte, à la grande surprise des orques qui tentèrent même de livrer une contre-attaque. Les bécanes s'élancèrent à toute blinde, suivis par des tanks volés. Un camion crachant une fumée noire fonça vers Vigilance, forçant son pilote à un coup de volant brutal. L'acier grinça lorsque les deux véhicules se frôlèrent, et 3 orques essayèrent de l'aborder en se jetant sur son pupitre blindé. Le premier fut accueilli par le gantelet énergétique de Graves, Manus Mortic, qui d'un coup lui fracassa la mâchoire, le faisant tomber par-dessus bord où il fut écrasé dans un bruit de chenilles. Le second trucida un opérateur Vox avant qu'elle ne puisse lui passer sa lame énergétique à travers la gorge, alors que le troisième escaladait la cabine, le Kikou prêt à frapper pour finir criblé de plomb par l'arme sur pivot, une mort qui clôtura l'abordage. Ce combat n'était qu'un pâle reflet de la brutalité de l'engagement. Les véhicules orques comme impériaux se percutèrent et explosèrent en tous sens dans des panaches de fumée grasse. Mais la puissance du fer de lance de Grey finit toutefois par peser et les orques restants commencèrent à s'enfuir vers la trouée de Mannheim, en remplissant bientôt complètement le ciel de fusées signal rudimentaires dont les éclats colorèrent la noirceur de l'horizon. Graves sourit. Les orques allaient revenir, il les prenait maintenant au sérieux. Elle pouvait désormais commencer l'étape 2 de son plan. Les sœurs hospitalières et les médics de l'Astra Militarum se mirent ainsi à soigner les blessés tandis que les sapeurs du Death Corps et les troupes pénales s'éreintrèrent à consolider les lignes de tranchées et à édifier des abris de tir pour les véhicules. Pendant que les chars et les escouades rétributors de l'ordre de Notre-Dame des Martyrs prenaient position avec la Dogmata Super Frey qui les toisait du haut de son trône de sanction, en y clamant à toutes les préceptes de l'ordre qui ne laissaient aucun doute aux sœurs sur ce qu'on attendait d'elles. Leur foi serait encore mise à l'épreuve, et toutes le savaient. Wazdaka leva les yeux vers l'ouest, 3 fusées écarlates éclairaient le ciel, tandis que sa boîte qui gueule se mit à grésiller sous les nombreux messages paniqués. Il sourit lui aussi. Gork et Mork le récompensait encore, en lui envoyant de quoi s'amuser. Aboyant ses ordres et agitant furieusement Choptrain, il réussit à rallier à lui ses troupes, qui déjà repartirent de plus belle à l'assaut. Depuis le sud par-dessus les monts Volcanus, des coptères de la mort apparurent alors que les orques fonçaient à toute allure à travers les terres dévastées. Les sentinelles et les VB hippogriffes firent feu en exploitant les maigres couverts pendant que les squads de reconnaissance et les vétérans de la Légion d'Acier cherchaient à attirer les peaux vertes vers des guet-apens. Ce qui ne gênait en rien l'avancée des Xénos bientôt renforcée par de grandes forteresses de guerre dont les immenses canons tirèrent de titanesques munitions contre les défenseurs, qu'ils leur rendirent l'appareil avec beaucoup plus de précision. L'artillerie impériale tonna en vagues successives en soulevant de grands nuages de cendres et des piliers de flammes, projetant des morceaux de métal et des paves en l'air qui, en retombant, fauchaient au hasard les orques dans leur course. Des escadrons de Krieg et d'Attila chargèrent depuis les flancs en percutant avec violence les skégliers et les motos de guerre, tandis qu'arriva enfin Wazdaka Kutzmek, qui telle une tornade rouge et verte se joignit au carnage. Avec rugisseuse sa formidable moto, il ouvrit bientôt une voie dans les défenses que de nombreux orques suivirent, telle une vague verte qui s'abattit avec fracas sur les blindés de Graves, dont le placement en rang concentrique permettait à tous de tirer, et auquel venait s'ajouter l'infanterie retranchée et ses armes lourdes. Ensemble, ils projetèrent une grêle de plomb qui tua un grand nombre d'attaquants, faisant exploser leurs véhicules et poussant les survivants à les charger à pied. Nombreux furent ainsi fauchés, abattus avec précision par les bolteurs des sœurs de bataille ou mutilés par les canons des impériaux.
à la grande satisfaction de la commissaire Graves, qui y retirait un plaisir morbide. Ils avaient gagné suffisamment de temps, et le convoi de Yarick devait maintenant avoir quitté la ruche. Il fallait seulement tenir encore un peu, chaque minute gagnée augmentant d'autant les chances de réussite du vieux commissaire. Tous le savaient, peu, voire aucun d'entre eux ne survivrait à cette bataille. Les écuries de Wazdaka plongèrent de nouveau au milieu des positions impériales, franchissant plusieurs lignes de blindés dissimulés pour venir s'écraser sur les batteries d'artillerie et l'infanterie retranchée. Pire encore, si Wazdaka et ses unités de tête avaient enfoncé le centre impérial, ils en avaient négligé les flancs où d'autres blindés cachés se mirent à ouvrir le feu, prenant ainsi les peaux vertes en tenaille. N'y tenant plus, Wazdaka hurla ses ordres au turboboss assez proches pour l'entendre, afin qu'il mette fin à cette menace et réorganise les rangs. Au centre, la bataille était la plus intense, l'environnement réduit empêchant les véhicules de manœuvrer correctement, ce qui poussait les orques à sortir de leurs véhicules pour se jeter sur les impériaux. À l'est de la Dogmata Superfrey et ses sœurs continuèrent, elles, à repousser les vagues successives d'assaillants en entonnant leurs prières, leurs sabolteurs et leurs lance-flammes rugissant, tandis que les rares orques qui réussissaient à franchir ce rideau de feu étaient cueillis par un Transafrey, assis sur son trône de sanction. Ses bolteurs lourds et lance-flammes annihilant des bandes entières de Xeno. Alors que les machines mortificatrices et les sœurs repentia se jetèrent sur ceux qu'elles désignaient coupables, tronçeuses à la main, dans l'espoir d'une rédemption que seule la mort pourrait leur donner. Malgré ces carnages, les orques progressaient. Des cramboys sautaient de l'arrière de camions en poussant des cris jubilatoires, impatients de mettre le feu autour d'eux. Et bientôt un brasier incandescent remplit les tranchées et les bunkers, ce qui poussa les impériaux à s'extirper en vitesse de leur abri pour se retrouver piétinés par des bandes de boys. À moins d'1 kilomètre de là, des commandos émergèrent au pied du mont Volcanus sans y avoir été détectés, pour infiltrer l'arrière des positions impériales et passaient au fil de l'épée leurs officiers. Un sort dont le maréchal Gorman n'échappa que de justesse grâce au sacrifice héroïque de sa garde rapprochée. Lentement, Wazdaka et son écurie s'enfoncèrent davantage dans les lignes statiques des véhicules impériaux, dont la force se réduisait maintenant à toute allure. Il était temps pour eux de se replier, et la commissaire Graves transmit une série de messages vox concis à ses alliés dans ce sens. Ceux qui le pouvaient devaient battre en retraite jusqu'à la ruche Volcanus immédiatement, car à présent leur perte n'allait faire que nuire à la défense de la cité. La Dogmata Superfrey leur fit aussi une réponse brève. Ses sœurs allaient opérer un reflux ordonné alors que le maréchal Gorman allait lui y livrer son dernier carré. Il n'y aurait pour lui et ses hommes aucun repli. Le deuxième ordre qu'elle donna fut pour les batteries d'artillerie positionnées sur les remparts extérieurs de la ruche. Elle devait entamer immédiatement un bombardement en règle de la ligne de front, afin de protéger derrière un rideau de mort les vestiges de la formation blindée de Graves, qui reviendrait en boitant vers la sécurité toute relative de la ruche Volcanus. Au final, ce fut moins d'1/8 de la force impériale qui rejoignit la ruche quelques heures plus tard. Alors que la bataille de diversion de Gorman et de Graves faisait rage, la colonne du commissaire Yarick s'élança depuis la porte consacrée, située sur le flanc sud-est de la ruche. C'était une prodigieuse formation blindée, qui fonça sous bonne escorte sous le regard médusé des orques. Leur chef, un turboboss d'Eschool du nom de Kriznag, a depuis son chariot de guerre ordonné le pillage de cette zone plus éloignée du front, dans l'espoir de retirer un quelconque avantage. Ainsi, lorsque les lourdes portes s'ouvrirent, ce fut un orque au comble de la joie qui se jeta sur l'avant-garde impériale. Constitué de groupes de VB hippogriffes, de VFR Centaur chargés de troupes de choc cadiennes, de Elund et autres Benwolf, suivis par des dizaines de véhicules plus lourds, escadrons de l'Humain russe Chimera et Taurox, ainsi que par des formations de Rogaldorm, Wyvern et autant que possible de clades de citernes et porte-munitions de Labdetus Mechanicus, auxquels il fallait ajouter les chevaliers des maisons Terrine et Oswald, et des colonnes de Valkyrie de Vultur de la Navis Imperialis. Mais ce qui frappait le plus le regard était l'imposant Benblade à la coque noire ornementée frappé du nom de Forteresse d'Arrogance, ainsi que la paire de titans Warund de la Legio Metallica, Lupus Destructor et Chien d'Hadès qui venaient l'escorter. Kriznag se mit à beugler pour reformer ses rangs, hurlant à ses boys des ordres avant que le Chien d'Hadès ne le réduise en cendres avec son chariot de guerre et tout ce qui se trouvait dans un rayon de 50 mètres. Sans chef, les orques furent rapidement taillés en pièces. Les Elund crachèrent de longs arcs de prométhium brûlants et les véhicules brinque-ballants éclatèrent, alors que les hippogriffes fauchaient les fuyards à l'aide de rafales précises. Les peaux vertes ripostèrent bien en faisant exploser quelques véhicules à l'aide de roquettes bien placées, mais dans l'ensemble les impériaux étaient pareils à une avalanche, inarrêtables.
Dans un nuage de poussière, le convoi du commissaire Yarrick venait de commencer sa course jusqu'à la ruche du Marais Mortel. La colonne blindée traversa le pont Volcanus sans même ralentir, les maigres forces orques ne faisant pas le poids face à eux. Une fois franchis, l'autoroute les amènerait tout droit jusqu'au Marais Mortel, en traversant les désolations de cendres. Une zone qui, même en temps de paix relative, était aussi stérile que dangereuse. Les tempêtes de cendres suffocantes et le brouillard pollué et corrosif menaçant sans cesse, en réduisant par moments la visibilité à seulement quelques mètres. Un environnement mortel, sans eau ni nourriture, hormis quelques stations relais, le long de la chaussée que les stratèges impériaux supposaient être sous le contrôle des orques. Leur couverture aérienne était aussi absente, le brouillard empêchant le vol de la plupart des aéronefs, qui ne pourraient descendre que ponctuellement de la stratosphère pour se ravitailler auprès de maraudeurs modifiés spécifiquement pour cette tâche. Un calme relatif s'imposa ainsi au convoi, qui ne fut troublé que lorsque les premiers orques réapparurent. D'abord, quelques bandes qui furent fauchées par les chevaliers impériaux de la maison terrine, puis par des nuées de coptères de la mort qui foncèrent en Razmoth en lâchant leurs bombes et roquettes, dont l'une d'elles eut raison d'un Lumenrus Punisher qui fut retourné par ce tir chanceux dans son réservoir, le projetant en l'air où il retomba sur une paire de Taurox et tous trois disparurent dans les flammes. Avec ces intrus fonçant vers eux et ciblés par des tirs de canonnières depuis les plaines, les équipages impériaux étaient désormais sous pression. Pire encore, les écuries à l'ouest s'étaient reformées après les premières charges de chevaliers, et certaines retenaient maintenant les nobles furieux, tandis que d'autres harcelaient le convoi, forçant Yarrick à ordonner que toute la puissance de feu soit dirigée vers l'extérieur et les ennemis sur leurs flancs, tout en faisant revenir les hippogriffes pour sillonner la formation afin que leur maniabilité puisse avoir raison des motards orques qui finiraient par éclater les uns après les autres, pendant que les tirs d'obusier et les décharges de plasma visaient le culte de la vitesse de part et d'autre de la chaussée, les faisant exploser ou partir en tonneaux en y éparpillant leur malheureux équipage. Au soir venu, les combats commencèrent à pencher en faveur des impériaux, quand une masse bourdonnante de chasseurs et de bombasses orques apparurent depuis l'est, tous peinturlurés aux couleurs des Goths et des Batmoons, auxquels on avait ajouté sur leur fuselage le glyphe du seigneur orque Glistouf, maître de la ruche Tempestora. Les Valkyries et les Vultures, qui escortaient le convoi, partirent rapidement intercepter cette nuée, leurs turbines crachotant et toussant dans cet air rempli de cendres, alors que les chars Hydra de la colonne se mirent eux aussi à tirer, faisant exploser les engins orques pendant que d'autres chutaient en spirale pour s'écraser sur l'autoroute en contrebas. Les cieux furent bientôt remplis d'appareils, livrant chacun leur propre duel aérien. Durement éprouvé, la Navis Imperialis s'acharna toutefois à combattre, et réussit même à l'emporter. Lasers, roquettes et salves anti-aériennes ayant bientôt raison des derniers aéronefs peau verte. Pendant que les tanks repoussaient eux les fondus de la vitesse vers les désolations, à la recherche de proies plus faciles. Les hommes de Yarrick venaient de connaître leur première bataille mobile, et tandis qu'ils reformaient les rangs, tous purent voir l'étendue des pertes. Des dizaines d'épaves enflammées gisaient sur l'autoroute, mais ils n'avaient pas le temps de s'arrêter pour récupérer les survivants ou le carburant, car chaque minute perdue les exposait toujours davantage. La mission devait être leur priorité, et face à elle, la perte de quelques vies et de quelques véhicules n'était qu'un maigre prix. Après avoir parcouru plus de la moitié du chemin, le convoi impérial s'enfonça dans les ténèbres alors que ses unités aériennes diminuées l'avertirent de la présence d'un obstacle inattendu. Selon les cartes impériales, les fortifications de la ligne Helicosa depuis longtemps abandonnées barraient jadis l'autoroute 15 km en amont. Des ruines que les orques avaient transformées en une place forte brinque-ballante, encore en chantier mais suffisamment construite pour bloquer la route au niveau d'un creux entre deux épaulements de roches et les anciennes structures de la ligne de défense. Ce dispositif obstruait le chemin sur plusieurs kilomètres de long, et les augures thermiques y montraient la présence de dizaines de chars, de marcheurs et de véhicules légers, ainsi qu'une horde d'infanterie et 3 immenses structures que les orques nommaient simplement crabouilleurs. Pire encore, la météo était en train de devenir encore plus féroce avec l'arrivée d'une tempête de cendres radioactives provenant du sud, si grosse que les pilotes restants demandèrent la permission d'aller se réfugier en altitude. Ils étaient donc piégés entre la position orque fortifiée et le mauvais temps qui se rapprochait d'eux. Un choix s'imposa à eux, et Yarrick tint brièvement une conférence Vox avec ses hauts gradés. Devait-il tenter de contourner à l'ouest les orques et la météo? Fallait-il s'arrêter et s'abriter du mieux qu'il pouvait en rangeant en cercle les plus gros véhicules pour en protéger les plus petits? Des propositions que le commissaire refusa. Il avait une meilleure idée.
Il utiliserait les engins les plus lourds de la force comme un bélier afin de permettre le passage des plus légers à travers les fortifications. Yarrick souhaitait profiter de la tempête pour désorienter ses ennemis et occulter une partie du convoi qui foncerait alors au sud en direction de la ruche du Marais Mortel. Son but était d'y créer là un barrage qui gênerait Wazdaka dans sa poursuite, en y laissant suffisamment de dévastation entre l'orque et eux. Car il avait du mal à croire que le boss motard n'ait laissé un tel convoi s'enfuir, même si la vérité était plutôt qu'il n'osait l'espérer. Et il devait ainsi prévoir le pire, et sans nouvelles de l'orque, la prudence serait de mise. Les moteurs des tanks impériaux rugirent en accélérant à pleine vitesse alors que les peaux vertes se précipitaient sur leur nid d'armes lourdes. Le vent hurlait déjà, faisant trembler les structures bricolées des Xénos, pendant que la tempête se dessinait tel un tsunami dans cette obscurité perpétuelle, que seuls des éclairs venaient illuminer. Les Warhounds en tête se mirent à tirer sur les portes du fort, qui bientôt s'ouvrirent en y déversant un torrent d'orques, meute d'infanterie de motards, rapidement talonnés par des chariots de guerre et autres monstruosités mécaniques, qui se heurtèrent aux titans, chevaliers et chars super lourds dans un boom tonitruant. Tandis que les gardes demeuraient à bord de leur transport blindé, les VFR s'entorent avec l'eau toutes leurs pointes de tir étendues d'étoiles en fibres par balle sur les baies arrière pour essuyer du mieux la fureur de la tempête. Tandis que Chimera et Taurox, au système de filtration plus sophistiqué, avaient pressurisé leurs coques. Des précautions qui semblèrent bien vaines alors que la tempête frappa. Telle une onde de choc les servant vers les orques être emportés ou écorchés vifs par des vents violents, alors que des chars plus légers étaient soulevés comme des feuilles. Une situation qui empira encore lorsque des vagues denses de cendres toxiques balayèrent le champ de bataille en rendant l'ensemble des véhicules aveugles. Certains alliés comme ennemis se heurtèrent, d'autres se frôlèrent ou se perdirent dans ce chaos. Toute cohésion avait disparu. Chaque char devait se battre seul à présent, en espérant être à la hauteur. Les nobles de la maison Terrine et Oxworld inclinèrent leur demi-dôme de leur bouclier ionique pour s'abriter du plus gros de la tempête, tout en calibrant leur compenseur gyroscopique afin de faire pencher leur harnois face au vent. Mais ce ne fut pas pour autant suffisant et l'un d'entre eux tomba lorsqu'un tir verdâtre l'atteint depuis une tour de guet, invisible dans ce maelstrom, bientôt rejoint par un autre qu'une poutre de 10 mètres vint empaler comme un javelot. Les Warhounds, eux, s'en tirèrent mieux grâce à leur poids et la puissance de leur cerveau moteur, mais toutefois moins bien que les immenses effigies mécaniques des orques, dont le centre de gravité plus bas et la masse faramineuse faisaient qu'ils n'étaient que légèrement agités par les vents. Toutefois, ils étaient moins bien protégés et leur champ de force était déjà prêt à exploser lorsqu'ils se rencontrèrent. Ce fut d'abord les 3 grabouillateurs qui ouvrirent le feu de leur immense canon de la mort sur le Lupex Destructor dans des salveurs rapides, dont l'intensité fut telle que les premiers obus firent exploser les boucliers Void du Warhound et que les seconds lui percèrent la tête avant d'éclater, tuant sur le coup le précepte Ikodo et ses Moderati, avant que le titan décapité ne bascule en arrière dans un grondement qui éclipsa pendant un instant celui de la tempête qui les entourait. Chien d'Hadès répliqua ensuite au son de ses trompettes, suivi par le Beneblade et tous les chars Lemonrus et Rogaldorm présents à portée. La plaque ventrale du crabouillateur de tête céda ainsi, ce qui permit au tir de plasma de l'atteindre. Puis il finit par vaciller et, secoué de détonation, il explosa dans un boom tonitruant. Un autre de ses comparses embrasé de la tête aux pieds avança en direction de la maison Terrine, son immense kikoub se balançant d'avant en arrière jusqu'à réussir à traverser le torse de l'un des chevaliers paladins, pour venir par la suite s'encastrer dans un chevalier percepteur à proximité. La bête métallique, finissant sa course en allant s'effondrer sur un 3e. Au milieu de cette confusion, le commissaire Yarrick continuait d'hurler ses ordres et d'encourager ses hommes, sans savoir dans ce chaos qui était capable de l'entendre. Tant bien que mal, la colonne continua son avancée à travers les fortifications Xénos, jusqu'à atteindre la grande porte sud, où un escadron de démolisseurs cadiens fit sauter leur charnière permettant au Beneblade d'en enfoncer les battants, tandis que derrière une masse désordonnée de véhicules impériaux suivait. Le titan Warhound de Chien d'Hadès se retourna dans l'ouverture, ses boucliers void frémissant sous le poids des tirs orques, tandis que son éclateur à plasma et son mégabolter crachaient la mort. Ignorant la tempête, les derniers nobles tournèrent leur monture pour prêter main forte au titan, afin d'éliminer tous les véhicules orques tentant d'émerger de l'ouverture, jusqu'à l'arrivée du dernier crabouillateur, entouré de Borcanotes et Gorkanotes, conscient des nombreuses menaces que la colonne devrait encore affronter. Le précepte Langstrom et les derniers nobles préférèrent alors tourner les talons, plutôt que d'y faire face. Le convoi impérial avait réussi son pari et ce ne fut que 20 minutes plus tard, lorsque la tempête se dissipa, que le prix de celui-ci apparut. Moins de la moitié de leur effectif d'origine demeurait encore,
et aucun survivant n'était indemne. Pire que ça, les attaques orques couplées à la férocité de la tempête avaient détruit la totalité des véhicules d'appui de l'Abdetus Mechanicus, alors que d'autres véhicules allaient inévitablement être abandonnés, trop endommagés ou à court de carburant. Leur équipage condamnait à une horrible agonie au milieu des cendres. Mais cela n'avait aucune importance car ils étaient passés et ils se rapprochaient ainsi inexorablement de la ruche du Marais Mortel. Plus ils avançaient, plus les signes de conflit devenaient visibles. Les canovox se mirent bientôt à saturer sous les appels à l'aide paniqués et sous les ordres saccadés, alors que des épaves de véhicules brûlés sous le bas-côté cernaient de cadavres des deux camps. Mais la ruche était en vue, et Yarrick leur fit ignorer les supplications et autres demandes pour se concentrer sur cet objectif. Même à cette distance, il était évident que cette lutte était désespérée. L'épiderme extérieur de la cité avait été éventré en des centaines d'endroits et arraché sur autant d'autres. Des armatures de piles d'habitation étaient en ruine alors que l'entièreté de la ruche était constellée d'explosions, mais toujours bien visible, même à cette distance, trônaient fièrement de gigantesques bannières aux aquilats titanesques. Preuve que la cité n'était pas encore tombée. Franchissant à toute vitesse le pont Pelleghetton, la colonne fonça à travers une empoignade entre des Alpagurkov et un régiment de conscrits du Marais Mortel. Une scène qui décida le commissaire à faire ordonner au véhicule de relayer en boucle sa voix. Tous devaient savoir qu'il était en vie et qu'il était revenu pour les sauver. Et tous devaient continuer de se battre. Même s'ils ne connaissaient pas l'impact qu'aurait son discours sur un régiment de recrues saignés à blanc, ils n'avaient de toute façon pas le temps de s'attarder pour le savoir. Mais il espérait secrètement les avoir aidés. Forteresse d'arrogance, son Ben Blade roulait toujours en tête. Aux côtés des derniers hippogriffes rescapés, elle longe des autres transports avec chiens d'Hadès à proximité, alors que les autres chars de combat et chevaliers fermaient la marche. Bientôt, Pelleghetton fut derrière eux, et Yarrick s'autorisa un peu d'espoir, alors qu'il recevait un appel prioritaire de l'inquisiteur Inigot Croyle, le prévenant qu'il avait atteint la ruche du Marais Mortel quelques jours auparavant avec des survivants de l'un des corps de purge, et qu'il l'attendait au bout du tunnel Nulos Secunda, afin de l'aider à atteindre sa destination. Malheureusement, un immense panache de cendres avait été repéré à l'est en approche rapide de leur position. Une force colossale de fondu de la vitesse qui se précipitait pour leur couper la route avant qu'ils n'atteignent le tunnel. Pire encore, une Valkyrie de l'escorte leur confirma que Wazdaka était parmi eux. Comme l'avait craint Yarrick, le chef de la Turbowag les avait poursuivis en les contournant par l'est. Et une froide détermination s'empara alors du vieux commissaire. Un sentiment mêlé d'épuisement. Il n'allait pas se laisser barrer la route ainsi. Il ne le pouvait pas. Et donnant ses ordres, il se prépara à l'inévitable combat. Son avant-garde accéléra jusqu'au tunnel pendant que ses forces se détachaient pour aller intercepter les orques. Cruellement surclassés et endommagés, les impériaux ne pouvaient espérer la victoire. Mais s'ils faisaient payer suffisamment cher leur peau, ils donneraient le temps nécessaire à Yarrick pour franchir le tunnel. Les obus d'artillerie et les roquettes se mirent bientôt à pleuvoir, alors que l'avant-garde opérait sa ruée finale. Puis à seulement un petit kilomètre de l'entrée, un rayon d'énergie verdâtre apparut devant eux, duquel émergea Wazdaka et un bon nombre de motards, alors que toujours plus d'orques arrivaient depuis l'arrière. Wazdaka avait gagné sa course et hurlant de triomphe, il se jeta sur les impériaux. Rien n'égalait pour lui le plaisir d'une bonne baston après pareille victoire. Le groupe impérial pour sa part ne comptait pas ralentir. Il chargea droit devant les orques, les heurtant avec toute sa fureur, dans un fracas de métal tordu, où le Warhound de chien d'Hadès fit un carnage. Une situation que le boss motard n'avait pas anticipée. Un titan était pour lui un défi de taille, et dès qu'il le vit, il fut déterminé à le détruire. Tout le reste avait disparu à ses yeux. Ses boucliers voïdes tombaient depuis longtemps et son blindage entamé et cabossé faisait de lui une cible mûre pour être chassé par l'orque. Et zigzagant entre les rafales de son méga-bolter, Wazdaka frôla le pied droit du titan en y lançant Shock Train. L'impact de la griffe contre l'immense cheville réussit presque à l'arracher de sa selle, mais il réussit toutefois à reprendre le contrôle et le boss motard repartit de plus belle, avec la satisfaction de voir couler lubrifiant et étincelle depuis le trou qu'il y avait creusé. Lorsque son pied se leva, le titan oscilla et resta un moment bloqué en position, tandis que piston et servomoteur répandaient toujours plus de liquide noirâtre. Sautant sur l'occasion, Wazdaka canarda l'articulation endommagée, et au milieu de nouvelles étincelles, la grêle de tir de sa psycho-gatling provoqua l'éclatement de quelque chose à l'intérieur de l'honorable machine, qui vit ainsi le titan être déséquilibré.
Rageur, il essaya de pivoter dans sa direction, mais il était beaucoup trop rapide. Et dépassant sa proie à toute allure, il lança de nouveaux short-trains, mais sur l'autre cheville, et l'impact le projeta contre un immense taille de cendre au bord de la route, avec Rugisseuse toujours fermement sur ses roues. Au milieu de la poussière, il put voir le Warhound tirer une dernière rafale revancharde sur lui, avant de s'effondrer au sol dans un boom spectaculaire, mais toutefois plus réduit que celui qu'il avait vu lorsqu'il avait abattu son premier titan sur Scalexis des décennies plus tôt. Son tableau de chasse venait ainsi de se garnir d'un nouvel engin titanesque. Reprenant ses esprits, Wasaka se rendit compte que quelques tanks avaient réussi à passer dans le tunnel, mais il n'y prêta pas attention. Quelques hommes tout au plus n'étaient pas pour lui une proie valable, et il préférait les plaines de toute façon. À quoi bon les poursuivre? Il avait gagné la course et, hilar, il redémarra Rugisseuse pour se joindre au combat contre l'avant-garde de Yarrick. L'inquisiteur Croyle avait rassemblé une force de 2000 miliciens de la ruche du Marais Mortel et une cinquantaine de pupilles du Tempestus, du 18e des Chacalpsiens. Il attendait maintenant retranché dans un complexe de raffinerie, au jouxtant la sortie sud du tunnel Nulos Seconda que le commissaire n'arrive. Mouvement dans le tunnel, convoi à 30 secondes. Les rugissements du moteur lui parvinrent, puis émergeant des ténèbres la masse sombre du Beneblade, entouré de véhicules impériaux sortis du passage. Soudain le ciel nuageux devint vert, et une lance de feu émeraude frappa le char colossal, dont l'onde de choc renversa plusieurs soldats à proximité. Puis une fois le brasier dissipé, tous virent l'horreur de la situation. Le véhicule n'était plus qu'une carcasse fumante. Pire que ça, Yarrick et la relique inestimable qu'il transportait étaient sans doute détruits. Avançant sa monture, l'inquisiteur n'eut le temps de ne faire que quelques pas, avant qu'une poignée de chiméras flanqués de 2 VBC hippogriffes ne sortent eux aussi du tunnel. L'un d'eux s'offrant même le luxe d'ouvrir sa trappe supérieure, et une vision glorieuse en émergea. Enchanté inquisiteur lâcha le commissaire Yarrick. Un leurre, et qui a fonctionné. Là-haut, quelqu'un a toujours une dent contre moi. Mais avec votre aide, nous avons les moyens de changer la phase de cette guerre. Combien de temps s'était passé depuis que le commissaire Yarrick avait donné le Pharus Horrifica aux astropathes du Marais Mortel? Même lui ne savait plus le dire, mais plusieurs dizaines si ce n'était plus. Pendant ce temps, la ruche Acheron était tombée aux mains des orques par l'usage habile de Ghazghkull d'un astéroïde qui, lorsqu'il avait été abattu par les défenseurs, avait libéré des dizaines de roquets de transport blindés, remplis à ras-bord de peau verte. Pire encore, la signature énergétique de téléportation avait été détectée dans les hauteurs de la tour de commandement. Et le dernier communiqué de son état-major faisait même état de l'apparition en chair et en os du grand seigneur Eudger Orc. La bête avait donc apprise, et ses tentatives visant à l'inciter à attaquer la cité telle Hadès en son temps s'étaient soldées par un échec, et cela malgré ses provocations Vox. Un sentiment profond de désespoir l'envahit. Il était de retour pour voir Armageddon brûler, une fois de plus, sans rien pouvoir y faire. Et ce fut à ce moment-là que toutes les lumières de la ruche s'allumèrent et qu'un bourdonnement Vox, puis une voix chargée de parasites en émergea, avec le timbre propre aux anges de la mort de l'empereur. Un message dont seul un mot fut audible. Imperator. Merci d'avoir regardé cet épisode en espérant qu'il vous aura plu. Merci aux tipeurs, aux abonnés et à tous ceux qui participent à la vie de cette chaîne. La suite, très bientôt.